J'appelle maintenant Dr Loïc Martin de Rouen qui va nous présenter les résultats préliminaires de l'étude de Matrix. Alors, petite précision, je ne suis pas docteur, je suis formateur pour les cadres de santé. Voilà, donc je suis un paramédical. Donc voilà, donc je tiens à remercier M. Bass qui m'a permis de l'accompagner sur la pédagogie inversée. En fait, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas très en avance, mais ça fait déjà 5 ans que je fais de la pédagogie inversée auprès d'étudiants infirmiers, et puis depuis quelques années, auprès d'étudiants cadres. Et en fait, M. Bass m'a invité pour améliorer en fait, la formation en chirurgie mini-invasive par vidéothoracoscopie et associer une réflexion autour de la pédagogie inversée des immersions cliniques. Et on a fait une étude Matrix avec le laboratoire Medtronic. Alors on part d'une problématique, c'est qu'il y a un fort développement de la chirurgie mini-invasive thoracique. Sur le CHU de Rouen, on était à 750 exérases pulmonaires en mini-invasif et 250 internes et médecins qui sont formés depuis 2011. L'adoption reste quand même malgré tout assez difficile du fait des difficultés techniques, Jean-Marc en a parlé un petit peu tout à l'heure, et avec le retour, on s'est aperçu que la formation probablement était trop courte, parce qu'il y avait des formats historiques de formation d'1,5 jours, avec un cours en PowerPoint autour d'un dîner repas le soir, plus une immersion clinique. Donc, quelle formation pour cette technique? Et l'association du numérique et les immersions cliniques peut-elle améliorer la formation? Et donc, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, mais il y a une forte explosion de la culture numérique dans notre société, et je vais très synthétiquement vous parler de ça en 3 points: le matériel, Internet, réseaux sociaux et mobilité, mais avec des chiffres un peu différents qui seront complémentaires de ce que vous avez dit tout à l'heure. Au niveau matériel, on peut s'apercevoir que depuis 2013, il y a une très forte explosion de la culture numérique dans notre société, et notamment autour des smartphones. 65% de la population, à partir de 12 ans, possède un smartphone, et 40% possèdent une tablette numérique en 2016, ce qui est énorme puisque vous pouvez le voir sur le graphique, notamment en 2012, les tablettes c'était 8%, et les smartphones c'était en 2011 17%. Donc les évolutions sont quand même relativement énormes. Au niveau des usages, ce qui est relativement important, c'est que l'homo numericus, c'est la personne qui ne peut pas vivre sans son smartphone. Le réflexe un peu logique, c'est je pars de chez moi et 10 minutes après, je m'aperçois que mon smartphone est resté sur ma table de chevet, je vais retourner chez moi pour aller chercher mon smartphone parce que je ne peux pas vivre sans mon smartphone. Et il y a les usagers qui sont intéressés vis-à-vis du numérique, mais il n'y a encore pas tout à fait cette dépendance. Malgré tout, sur les personnes qui sont usagers ou homo numericus, on est à 63%, ce qui est quand même relativement important. Vis-à-vis de la connexion des internautes, 87% de la population est internaute, et sur les 87%, 74% se connectent tous les jours, et chez la tranche des 12-39 ans, c'est 100%. Les réseaux sociaux et la mobilité, vous avez parlé des chiffres mondiaux pour Facebook. Aujourd'hui, en France, en 2017, c'est 32 millions d'utilisateurs mensuels sur Facebook en mobilité. YouTube, qui est un réseau social, c'est 27 millions, et puis vous avez parlé de Twitter, il y a WhatsApp aussi qui se développe énormément. J'ai pas de chiffres puisque les chiffres sont assez fluctuants en fonction des études, malgré tout c'est dans le trio de tête. 66% des 15-24 ans consomment de la vidéo via un smartphone 35 minutes par jour. Donc tout à l'heure on a parlé un peu de l'intérêt et de l'évolution de cette technologie, mais c'est énorme. 35 minutes par jour, c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'il y a quand même des personnes qui se connectent des fois plus d'1 heure et demie, 2 heures sur le smartphone pour regarder des vidéos. 60% des Français utilisent Internet sur leur mobile, et le mobile, c'est devenu la première connexion à Internet. C'est plus l'ordinateur, ce n'est pas la tablette numérique, c'est le mobile et le smartphone. Donc ça réinterroge aussi nos pratiques en tant qu'enseignants, en tant qu'accompagnants. Tout à l'heure on parlait d'accompagnement. Il faut avoir conscience de ces chiffres. Alors, de manière un peu provocatrice, est-ce qu'on peut faire l'autruche vis-à-vis de ces chiffres que j'ai fait ça de manière très synthétique, mais est-ce que l'explosion de la culture numérique dans l'accompagnement et la formation, est-ce qu'on peut faire sans? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il ne faut pas faire tout avec, mais il faut imaginer d'autres choses. Alors, vous avez introduit la classe inversée, donc il y a d'autres synonymes, il y a pédagogie inversée, apprentissage inversé. Je vous ai proposé quand même une définition de Lebrun qui est le ponte en pédagogie des sciences de l'éducation de la classe inversée.
Et il décrit cette pédagogie inversée comme une méthode, une stratégie pédagogique où la partie transmissive de l'enseignement, elle se fait à distance, c'est-à-dire à la maison ou dans le bus, dans le métro, dans son canapé, pourquoi pas, hein, dans son fauteuil, aux toilettes, pourquoi pas, ça peut arriver. Et l'apprentissage, il est fondé sur des activités en interaction et ça se fait en présence. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas ni le présentiel, ni le distanciel, on utilise des avantages du présentiel et du distanciel, et ça c'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant. Bien sûr, on utilise les technologies, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'ordinateur pour intégrer des séquences vidéo, pourquoi pas intégrer des quiz en direct, voilà, proposer plusieurs possibilités. Je vous ai proposé quelque chose que j'ai théorisé, un schéma que j'ai théorisé depuis quelques temps, où en fait, sur le côté gauche de votre écran, c'est les lieux où ça peut se passer, et sur le côté droit, c'est toute la stratégie pédagogique. Il y a bien sûr une grosse réflexion et une stratégie pédagogique en amont avant de construire une séquence de pédagogie inversée, avec une création ensuite ou l'utilisation de capsules ou de supports médiatisés. Alors on parle de capsules vidéo. Pourquoi on parle de capsules? Parce que c'est petit, c'est court, ça se gère très facilement en termes de temps. C'est entre 1 à 10 minutes, et ça se regarde très facilement. Ensuite, il y a un travail sur la leçon à distance qui se fait soit à la maison ou dans d'autres lieux, en dehors de la structure universitaire. Et ce qui est facultatif, c'est pas nécessaire, mais ça dynamise un petit peu le conflit socio-cognitif et le socio-constructivisme, de l'entraide, de l'échange via des espaces collaboratifs. Alors vous avez parlé de Google Angus, mais ça peut être aussi créer un espace de forum où on répond par des questions, avec une stratégie qui peut être assez intéressante. Si on a un peu de temps, je pourrais vous expliquer un retour d'expérience dans les échanges. Et puis, on revient en présence, et là on fait plutôt des travaux collaboratifs et des interactions, et pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, est-ce qu'ils vont apprendre ou pas, ils sont un peu obligés d'apprendre puisqu'on va créer une dynamique de travaux collaboratifs, et donc on va vraiment se baser par rapport à le travail qui a été effectué en amont. Et la confiance aussi qu'on met en œuvre dans cette dynamique est fortement importante, et si les étudiants sentent la confiance autour de ce travail, ça fonctionne plutôt bien. Alors, au regard de l'étude Matrix, qu'est-ce qu'on a fait? On avait deux objectifs. L'objectif principal, c'était d'évaluer l'efficacité de la formation et notamment l'adoption de la technique. Et puis, l'objectif secondaire, c'était d'évaluer la qualité de la formation. Alors, en termes de méthode, comment on a fonctionné? Historiquement, l'ancienne formule que vous avez tout en bas de votre écran, c'était cours PowerPoint, immersion clinique. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est qu'on a rajouté des séquences de pédagogie inversée avec de l'intégration de la vidéo et un travail préparatoire avec des questions, c'est-à-dire que la personne qui arrive en formation, intellectuellement, elle n'arrive pas neutre le jour de la formation, elle a déjà préparé quelque chose, intégré quelque chose, et elle arrive avec une réflexion préalable. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, il y a une évaluation diagnostique, c'est-à-dire que j'étais présent lors des séquences de présentation pour essayer aussi d'améliorer la séquence présentielle. Et puis, on a fait une évaluation, je vais le développer après, avec Google Form, qui est un questionnaire en ligne, avec une échelle de Likert au regard de l'ensemble de la séquence de formation. Donc je vous ai détaillé, ça peut paraître un peu impressionnant, mais je vous ai détaillé la stratégie pédagogique qu'on a fait. Historiquement, le modèle ancien, c'est ce qui est entouré en rose, c'est-à-dire qu'il y avait un dîner de formation avec présentation, échange, retour d'expérience, plus une immersion clinique avec une formation sur site au bloc opératoire, et plus ou moins un mentorship post-formation. Voilà, donc j'aurais dû supprimer sur cette diapo. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé une vidéo, on a construit avec Jean-Marc Basse une vidéo préparatoire à la formation qu'on a mis sur le YouTube CHU de Rouen. Avec 3 questions. Alors, je ne sais pas s'il y a une connexion Internet. Oui. Allez directement sur PowerPoint. Non, mais c'est pas grave. On va passer. C'est pas grave. C'était, vous pourrez aller voir, vous tapez Jean-Marc Basse YouTube CHU de Rouen. Ça présente en 4-5 minutes les questions et l'introduction en fait à la formation. Et donc il y avait des questions sur la technique, etc. etc. Ensuite, Jean-Marc Basse a posé des questions et a encouragé les participants à aller regarder des vidéos sur WebSearch et donc de répondre à ces 3 questions. Avant la formation, on a fait un état des lieux et un questionnaire de pré-formation pour connaître un peu le profil en fait, des formés, ce qui a été relativement utile. Ensuite, on a fait le dîner de formation, l'immersion clinique. Et on a créé une évaluation de la formation via Google Form, à chaud immédiatement, et à froid à 3 mois et à froid à 6 mois.
Ce qui est assez intéressant sur l'évaluation à chaud, c'est qu'on utilise, et je vais en parler tout à l'heure, le concept de l'apprentissage mobile, c'est-à-dire qu'on utilise les transports en commun via Google Forms, puisqu'on peut remplir le questionnaire en ligne, sur son smartphone ou sur sa tablette, dans le train, ou en attendant le train, et optimiser son temps de travail. Et Dieu sait que je pense que votre charge de travail est relativement importante. Les résultats préliminaires, on regarde la stratégie pédagogique et l'évaluation de l'information. Au regard de la préformation, 45% étaient très satisfaits de la notion de cette séquence de préformation, 45% étaient satisfaits, et puis 10% n'étaient pas trop positionnés vis-à-vis de ça. Mais ce qui est relativement intéressant, c'est que déjà dans une séquence de préformation avec une introduction de la pédagogie inversée pour quelque chose, comme vous l'avez dit, qui est assez neuf, les gens sont quand même d'emblée satisfaits de cette séquence. Le dîner de formation, avec les échanges, avec l'ensemble, on est à 100% de très satisfaits ou de satisfaits. Sur site au bloc opératoire, c'est pareil, on est à 100%, donc on est quand même sur des statistiques relativement excellentes. Et sur les moyens pédagogiques, l'ensemble de la séquence, on est aussi sur du 100%. Vis-à-vis de la satisfaction de la formation et les plus de la séquence de formation. La satisfaction globale de l'ensemble de la séquence, on est à 100%. Ce qui est ressorti dans les questionnaires, c'est ce qui était intéressant, c'était la préformation, c'est-à-dire que la vidéo permettait d'avoir une réflexion en amont, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait déjà d'intégrer la réflexion, ça permet aussi de favoriser l'échange, et de faciliter les échanges lors du dîner de formation. Ce qui a bien plu lors du dîner de formation, c'était les échanges et les retours d'expérience et la sécurité autour des détails techniques. Sur site au bloc opératoire, ce qui a bien fonctionné en termes de retour, c'est l'installation, la sécurité opératoire et les détails techniques. Donc on complète en fait, au regard des vidéos sur WebChurch du dîner, des informations supplémentaires. Donc on va un peu plus loin dans l'ensemble de la formation, et puis la présence au bloc unique. De manière globale, ce qui ressort sur l'ensemble de la satisfaction de la formation, c'est que on sent bien qu'il y a quand même une nécessité de plus de séances de formation, et une formation un petit peu plus longue. Au niveau de l'efficacité de la formation, c'est un focus sur l'évaluation à froid à 6 mois. La satisfaction à froid à 6 mois, on est à 100% de satisfaction, en très satisfait. Depuis la formation, en moyenne, il y a eu 17 exérèses majeures réalisées par vidéo de thoracoscopie. Le confort et l'ergonomie restent un élément à améliorer au regard des retours des chirurgiens que nous avons eus. Le temps moyen par intervention est de 160 minutes. La quasi-totalité des chirurgiens a converti, et là on rejoint la conversation qu'on a eue tout à l'heure. Les causes principales étaient techniques et le temps trop long. Et la formation complémentaire, elle est ressentie comme nécessaire. 2 tiers des besoins d'une formation complémentaire avec un mentorat, et 50% souhaitent un accompagnement dès les premières procédures post-formation. En conclusion, je vous rejoins tout à fait sur le fait que les lignes bougent en fait, et qu'avec le numérique, on est obligé, en tout cas même si on n'est pas à l'esthétiquement sur le numérique, il faut avoir conscience de ces évolutions numériques. Ça me semble une dimension, puisque peut-être qu'on ne maîtrise pas ces dimensions, on ne maîtrise pas les réseaux sociaux, on ne maîtrise pas peut-être les smartphones. Malgré tout, l'apprentissage des jeunes générations, la génération Y, la génération Z, elles sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec l'extension de leurs doigts, c'est le smartphone. Et qu'ils ne peuvent pas vivre sans ce smartphone. Et puis il y a le concept d'apprentissage mobile, vous avez parlé de où je veux, quand je veux, mais c'est tout à fait ça, le concept de temporalité. Quand je veux, le concept d'espace-temps, où je veux, et l'accès au savoir tout de suite. Et ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que de manière un peu provocatrice, pourquoi apprendre alors que j'ai tout à portée de clic? Sur le fond, l'ensemble est pertinent, mais un temps de formation supplémentaire est nécessaire. Et pour nous, la formule d'avenir nous semble en fait un mix, et c'est souvent ce qui ressort des études autour des sciences de l'éducation et autour de la pédagogie, c'est un mix entre l'utilisation du numérique avec la pédagogie inversée, ou d'autres, ça peut être les mots bien sûr, et de l'immersion clinique. C'est utiliser aussi bien le potentiel numérique distanciel et le potentiel présentiel, du fait, on a parlé d'une diminution de l'exposition à la pratique en formation, puisqu'on voit que tout va de plus en plus vite dans notre société. Pour finir, je pense que je suis dans les temps, je vous propose 2 ouvrages qui sont relativement intéressants et très faciles à lire et assez synthétiques. Il y a La classe inversée, enseigner et apprendre à l'endroit de Marcel Lebrun,
Ça fait une centaine de pages. Et très récemment, il y a un supplément, ça coûte 11 €, les cahiers pédagogiques qui est sorti en mai 2017. Un gros dossier sur les classes inversées qui me semblait intéressant. Et je vous remercie d'avoir accueilli un paramédico dans mon livre. Merci beaucoup pour cette très belle présentation, très claire. Avant de passer le micro, je voudrais faire un petit commentaire. On voit très bien, exactement comme pour les MOOC, on a besoin d'un scénario pour la formation. Les formateurs réfléchissent et établissent un scénario. Pourquoi je fais cette formation? Comment je vais la faire? Comment je peux atteindre ma cible? Et quels moyens je vais mettre en place? Et quelle évaluation? C'est vraiment maintenant indispensable et c'est un petit peu notre façon de s'intéresser, de s'adapter aux nouveaux formats de nos élèves. Félicitations, un très très beau travail, de très beaux résultats. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Oui, en fait, c'est pas une question, mais pour aller dans votre sens, pour se former actuellement à la chirurgie robotique, il y a plusieurs étapes. Et en particulier, il y a une étape où il faut suivre un e-learning sur la communauté et il faut obtenir le certificat. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas bien, si vous n'avez pas vos 80 points que vous permet de conduire, vous n'avez pas le certificat et vous ne pouvez pas progresser. Et c'est une étape préalable numérique avant de pouvoir opérer son premier patient et ils sont très à cheval là-dessus. Ce qui me semble fondamental pour aller dans votre sens, c'est en fait la variabilité des stratégies pédagogiques. C'est-à-dire que pour moi, l'avenir, c'est de mixer différentes séquences d'enseignement. C'est-à-dire un très bon cours magistral avec un orateur excellent, ça fonctionne très très bien, mais pourquoi pas justement sur les petits teasers, poser des questions en amont de ce cours magistral, et puis imaginer plusieurs séquences, c'est-à-dire après, et refaire une sorte de, moi j'appelle ça un chemin pédagogique, et ça, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Le chemin pédagogique, c'est toute la réflexion pédagogique que vous allez avoir, du début jusqu'à la fin de la séquence. Et donc on peut imaginer plein de séquences. Nous on a fait travailler par exemple les étudiants cadres sur l'éducation aux médias, tout à l'heure on parlait de ça, l'éducation aux médias qui est un point fondamental dans la formation, et je pense qu'il faut aussi former vos internes à cette éducation aux médias, à l'utilisation de la confidentialité avec les réseaux sociaux, c'est absolument important. Et donc l'ensemble de cette stratégie me semble fondamental. Une remarque, c'est d'abord remercier Loïc Martin, parce que j'ai beaucoup appris à ses côtés. Évidemment, moi je connaissais, mais je ne maîtrisais pas les réseaux sociaux, cette plateforme internet. Bon, je suis comme tout le monde, hein, j'ai un iPhone, je regarde YouTube, hein, c'est pas un problème, mais maîtriser après, avoir des stratégies numériques, ça c'est autre chose. Donc il faut avoir des gens qui connaissent. Donc ça, on a construit ça. Donc la population de notre auditoire, nous, c'est des internes de chirurgie ou des chirurgiens, donc c'est des gens quand même qui ont un certain niveau de connaissance. Nous, on se rend compte que dans la compétence technique, il y a une partie de connaissance. Donc ça, tout ce qui est connaissance, ça peut être fait numérisé, on peut le faire à distance, en présentiel, mais tout ce qui est connaissance. Mais il faut aussi de la pratique. Voilà. Et ça, c'est la compétence technique, et ce qu'on appelle l'exposition. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que nos jeunes sont moins exposés à la pratique. Voilà. C'est comme ça, on en a parlé un peu tout à l'heure, le travail change, les lois de travail avec le repos compensateur, donc il y a moins d'exposition. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est un fait. Et il faut donc développer des stratégies pour essayer de diminuer ce gap sur le temps qu'on passait avant, c'est-à-dire augmenter la rentabilité de l'enseignement. Et juste maintenant, on n'y réfléchissait pas. L'interne devait arriver le lundi matin à 8h, il rentrait chez lui quand il rentrait, et puis on le formait. Maintenant, on est obligé de réfléchir à cette rentabilité. Pourquoi? Parce que le monde a changé, la loi est en train de changer, les cursus de formation ont changé. J'ai regardé le socle de la chirurgie cardio-thoracique, c'est 12 semestres. Moi, pour me former, c'était 20 semestres. Bon, alors, ils sont peut-être plus brillants que nous, je ne sais pas. Mais il va y avoir deux choses. Soit on change notre façon d'enseigner, si on va arriver au même niveau de compétence, soit leur champ de compétences va rétrécir. Et moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que le champ de compétences va rétrécir. Quand vous regardez la chirurgie digestive, il y a maintenant 3 spécialités en une, et dans une équipe universitaire hospitalière, il y en a un qui fait du foie et du pancréas, l'autre qui fait du sus-méso, l'autre qui fait du sous-méso. Voilà. Et quand je discute avec mes copains qui sont de mon âge, je dis qu'est-ce que tu fais dans ta semaine? Et il me dit moi je fais 4 sleeves, et puis bon je fais une petite urgence de temps en temps, un petit côlon. Mais ils font, alors que nous, on a un peu cette chance en thoracique, c'est encore assez varié, voilà finalement. Mais je crois que le champ de compétences
malheureusement, va se rétrécir. Voilà, parce que c'est comme ça. Je rebondis, mais je pense que dans l'apprentissage, la simulation et les serious games vont avoir un rôle à jouer aussi, avant d'arriver sur... Oui, je vais exactement dans le sens, j'avais envie de prendre la parole pour aller dans le sens que tu viens d'exposer. Je vous ai écouté, j'essaye de réfléchir, je n'ai pas eu tous ces engins, j'allais dans les bibliothèques où je passais des heures à chercher des livres, donc c'est certainement un gain magnifique sur ce plan-là, parce qu'on apprend plus vite quand on veut, sans avoir perdu le temps que j'ai perdu. Assez. Mais j'ai peut-être parfois bénéficié dans un chapitre que je n'avais pas envisagé de lire, j'ai beaucoup appris de manière comme une surprise. Mais je réfléchis à l'enseignement que nous devons faire pour les jeunes, et j'ai la chance d'avoir encore la charge d'enseigner les jeunes maintenant. Je crois beaucoup à la simulation pour l'enseignement clinique. Et je suis sûr que mettre les étudiants de manière conviviale entre eux pour apprendre, par exemple, l'interrogatoire, la manière d'examiner un malade devant une hémorragie interne, la simulation permet de progresser très vite et est plus utile qu'un cours théorique comme on l'a fait. Et je suis sûr qu'ils s'en souviennent mieux à la fin qu'un cours théorique. Donc je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Une bonne bibliothèque, mais une pratique quand même. C'est tout à fait le but, en fait. L'idée, c'est qu'il faut se trouver une certaine souplesse vis-à-vis des séquences que je vous ai proposées. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer ce que vous dites, un enseignement clinique en simulation. Ensuite, on peut proposer et renforcer. J'utilise le langage de Madame. Écoute, d'accord, en fait, c'est ça que je veux dire. Un peu sérieux. Je vous disais en fait, monsieur, que l'idée c'est qu'on peut tout à fait être assez souple vis-à-vis de la stratégie, et puis en fait d'intégrer ce que vous disiez, peut-être une immersion en simulation, réintégrer des questions en vidéo ou d'autres manières sur un forme, et revenir aussi en présentiel. La définition que je vous ai posée tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de confrontation entre le présentiel et le distanciel. Quand ils reviennent dans la dernière séquence, qui est logiquement la séquence de collaboration, le rôle du guide, le rôle d'accompagnateur de l'enseignant, du formateur ou du chercheur, il est fondamental. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclu de cette dernière étape, bien au contraire. C'est-à-dire que dans ses questionnements, dans ses questions et dans son interrogation auprès des étudiants, il va créer justement ce conflit un peu collectif, au regard de ce qui aurait été fait en amont. Mais je vous rejoins tout à fait sur cette dimension. Surtout pas être figé. Exactement. Il y a beaucoup de technologies qui émergent, il faut savoir les utiliser, puis les faire évoluer. D'ailleurs, les MOOC, entre nous, ça a beaucoup servi les épidémiologistes au début. Quand on trouve les MOOC en santé, on trouve principalement de l'épidémiologie, c'est un peu chiant, et on est en train de les faire évoluer sur quelque chose de beaucoup plus dense. Je propose que les prochaines questions soient faites par tweet. C'est un compte Twitter académique. Mais il y a Xavier avant toi. Tu prends le micro, tu vas t'en servir. Xavier. J'ai vu le nom de Maître sur quelques-unes de vos diapositives. Est-ce qu'il y a un partenariat avec le CHU? Est-ce que vous pouvez commenter? Il y a une étude, alors je ne sais pas moi qui vais être la meilleure personne pour répondre, je pense que Jean-Marc va pouvoir répondre mieux que moi. J'arrive plutôt moi en tant que modeste expert pédagogique sur la séquence de pédagogie inversée et la technique chirurgicale, je maîtrise les liens, donc Jean-Marc, je peux peut-être te laisser répondre avec ma chronique. Je suis désolé parce que j'étais en train de regarder si la société avait un compte Twitter, donc j'ai pas entendu la question, excusez-moi. Dans l'application de Medtronic, est-ce qu'il y a une convention avec le CHU? Non, du tout. C'est parce qu'en fait, ils sont partenaires là-dedans. Nous, ils sont partenaires dans les formations, donc ils font venir les chirurgiens sur Rouen. Donc, je veux dire, les chirurgiens, pour eux, c'est des clients. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le lien avec l'industrie a beaucoup changé, et finalement, plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils s'investissent vraiment dans la formation, et ils ont besoin, comme ça, de sites de formation. Et puis nous, on souhaitait améliorer nos formations, et eux, ils souhaitaient savoir si nos formations étaient efficaces. Vous voyez, c'est pas un conflit d'intérêts, c'est une confluence d'intérêts. On peut voir ça comme ça. Très court. L'objectif, c'est d'avoir de bons chirurgiens. Dans combien de temps le saura-t-on?
c'est la notion de compétence. Parce qu'en fait, on n'a pas utilisé beaucoup de termes de compétence aujourd'hui, mais en fait, la compétence, c'est d'être capable de mobiliser aussi bien le savoir-être, le savoir et le savoir-faire. Et donc, je pense que ça passe par une formation de qualité, une variabilité de qualité, et après, ça passe par l'expérience. Et je ne suis pas l'expert pour mesurer, en tout cas, la qualité, en tout cas, mais je pense que la compétence, elle va se mesurer sur le terrain. Et moi, en tant que... C'est ça que ma question, c'est l'objectif, c'est d'avoir de bons Bien chiffres. sûr, bien sûr. Et même meilleur, j'espère. Vous avez vu avec, que... avec les industriels, on peut réussir déjà à avoir une évaluation de ce qu'elle présente, par exemple. Là, l'objectif principal de l'étude, on a essayé de suivre un modèle un peu scientifique, c'est-à-dire un objectif principal, c'était savoir si la formation était efficace, et le critère principal, c'était l'adoption de la technique. Donc c'était l'objectif principal. Après, l'objectif secondaire, c'était de regarder s'ils étaient contents sur leur formation. Donc si finalement ils sont contents et qu'ils arrivent, enfin s'ils font de la vidéo, c'est que ça s'est bien passé. On a regardé autre chose, par exemple, vous avez vu que tous les chirurgiens ont converti. On leur a appris pendant, ça a été en amont, pendant que la conversion n'était pas un échec, et qu'il fallait commencer son apprentissage en chirurgie mini-invasive, et ensuite convertir, c'était pas un problème. Plutôt que de convertir au temps zéro, il vaut mieux convertir à T1. Voilà, et c'est comme ça que l'adoption s'est faite dans cette chirurgie mini-invasive, qui est très particulière encore une fois, à cause de ces plaies vasculaires. Quand je dis un bon chirurgien, c'est quelqu'un qui va comprendre le malade, qui va trouver la meilleure solution, et qui va bien opérer. Ah mais ça c'est une question terrible, hein. Cruelle, C'est parce ce qu'on qu'on ne sait fait. pas. Mais, C'est ce que faire. Existentiel. mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelque temps, cette réforme donne un petit coup de boost à l'université. Hein. C'est-à-dire qu'avec les écoles de chirurgie, le fait que les chirurgiens vont être moins exposés dans les blocs opératoires, là, les enseignants et les professeurs se posent vraiment des questions sur ce qu'ils vont faire. On a l'impression qu'il y a vraiment une véritable énergie là-dessus. On n'est plus sur le vieux modèle qui a tourné pendant 40-50 ans. Il me semble que la qualification des gens se pose sur deux pieds. Un premier pied qui est la connaissance et un deuxième pied qui est l'expérience. Or, il me semble que dans vos propositions, l'expérience transcende la connaissance. Or, à long terme, l'expérience grossit, mais ne doit jamais prendre le pas sur les connaissances de base. Or, si ces connaissances de base sont faiblardes, la qualification s'émoussera au fil du temps. Donc ma question, c'est bien d'évaluer des gens à 6 mois ou à 1 an, mais à 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Le jour où ils auront perdu leur connaissance de base faiblarde, que restera-t-il ? Dans des situations dangereuses, dans des situations difficiles, dans des situations où on est obligé de s'appuyer sur un guideline très sérieux, très solide. Alors, je me suis probablement peut-être mal exprimé dans les diaporamas, mais pour moi, la connaissance, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des stratégies qui sont proposées, c'est pour renforcer la connaissance et renforcer la mobilisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que l'étudiant ou l'apprenant soit capable de transférer sa connaissance en situation. Et donc, qu'il soit compétent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le trio savoir-être, savoir-faire, c'est qu'on ne peut pas... Il n'y a pas un élément qui doit manquer dans cette notion de compétence. On ne peut pas avoir un petit savoir, être très bon savoir-être et moyen en savoir-faire, et vice-versa échanger. Donc en fait, l'ensemble de la séance, c'est fait pour mobiliser au maximum et répondre éventuellement au changement générationnel, mais la connaissance, elle est fondamentale. Pas d'autres questions ? J'indique aux paraformateurs que notre prochain MOOC à Paris-Saclay sera sur les nouveaux métiers infirmiers. Rappel à vous.